Donc, j'invite là d'abord Benoît Lefebvre donc à nous emmener vers, je dirais, une vision, une couverture plus large de la problématique en Californie. Je rappelle juste donc, que Benoît est chercheur à l'IDRI à Sciences Po, spécialisé dans la question justement du rapport entre transport et changement climatique. Qu'il va justement passer 6 mois très agréables en Californie pour faire de la recherche évidemment, et qu'à cette occasion, en réalité, nous allons organiser en fait une autre séance sur la Californie qui sera moment de retour dans à peu près 8-9 mois sur le cas californien avec un autre angle d'attaque. Benoît. Merci Taoufik. Merci Donald pour cette très intéressante et très engagée présentation. Je crois qu'elle montre bien à la fois les difficultés à réduire les émissions de CO2 liées au transport, le risque de la dépendance notamment aux énergies fossiles et à la voiture, et l'importance des impasses de sentier, de l'historique, de comment se construit notre société et comment elle se charge d'un certain nombre de choses acceptées que l'on a du mal à remettre en cause. L'exemple des 99% des conducteurs qui ne payent pas leur place de parking et qui, du coup, évidemment, seraient choqués d'avoir à payer quelque chose de nouveau. Et en même temps, face à ces difficultés, à ces risques, la grande volonté, le grand courage, j'ai envie de dire, de la Californie pour attaquer, pour adresser ces émissions de gaz à effet de serre selon différentes stratégies. Aussi bien l'efficacité énergétique des véhicules, la diminution du contenu en carbone des fuels et le fait de réduire la mobilité. J'insiste sur le fait de réduire la mobilité, ce qui dans beaucoup de réunions est un tabou. Dire je vais réduire la mobilité en ville, tout de suite on dit attendez, mais la mobilité c'est le développement économique. Et là, la Californie, pour la première fois, un gouvernement prend la décision de dire je vais faire de la croissance économique et je vais la faire en réduisant de la mobilité. Et ça, c'est quelque chose de très original, de très très fort et de très courageux. Et je trouve aussi le dernier aspect que je voulais souligner, que je trouve très intéressant dans la présentation, c'est justement ce mixte entre utiliser des clean tech, utiliser de la régulation pour permettre des évolutions des comportements et pour permettre de dépasser ces impasses de sentier. Aussi bien quand on parle de la pression des pneus et donc de la façon dont on gère, dont on maintient en vie sa voiture, que l'évolution des assurances et de la relation entre l'assureur et son assuré, avec le système Pay as you drive, et le dernier point sur les parking policies, où on voit bien qu'elle rencontre différentes difficultés et offre différentes opportunités. Moi, j'avais envie de poser une première question sur un peu une question institutionnelle, de sciences politiques, et de demander comment s'est fait, comment face à ces difficultés, face à ces impasses de santé, comment se sont formées des coalitions, comment est née la volonté d'adresser ces difficultés, d'y faire face. Quelles ont été les coalitions qui se sont créées, quelles barrières ont-elles rencontrées et comment la Californie a pu mettre en place ces stratégies si courageuses. Well, maybe you give us too much credit for what we've done. I think we like to hide the cost of everything we do. That keeping the gasoline tax low, it has not been increased since 1992. Certainly encourages driving, and we compensate by requiring that the cars be fuel efficient before they can be sold. So we hide the cost of the achieving fuel efficiency from drivers. In Europe, you do it with high fuel taxes, and it becomes rational for people to individually choose these fuel efficient vehicles. And we go about it in a more hidden way, and saying that, well, maybe the manufacturers don't want to sell fuel-efficient cars because the drivers don't want to pay extra for a fuel-efficient car.
we have to force the manufacturers to produce fuel-efficient cars. And I don't think you have these corporate average fuel efficiency standards here in Europe. You don't need them because your drivers want to buy fuel-efficient cars. But to get back to your political question, it's still difficult to make these commitments. And one of the paradoxes, of course, is why a subnational government, almost like a city, would have a global warming policy. You normally expect states to be very selfish and to do things that are only in their own self-interest. It's up to national governments and international agencies to deal with international global problems. So I think that is a paradox that a state and even cities have policies towards global warming problems. I think that you're quite right. There were coalitions. There are a number of green coalitions in California, and many of them focused on the environment, like the Sierra Club or the Nature Conservancy. So I think that individually we live in a society where you have to drive everywhere, but collectively we want things to be different. And I think it was that collective desire to see something different that when spearheaded by environmental organizations and largely in our political system, a democratic legislature with a sort of a maverick Republican governor, that we achieved this goal. Because remember, it's only 2020, and our emissions are still going up. So it's like saying, oh, I'm going to lose 100 pounds by 2020, but I'm going to gain some pounds in the next 2 years. They don't think, well, reducing your emissions by 2020 means I have to start reducing it 10% this year. That we're not doing that. We're promising to reduce emissions, but I think that the benefit in the United States is we're a very litigious society, and if the state doesn't do what it's committed to do, there will be endless lawsuits against the state saying you haven't performed properly. I don't know that I've answered your question, but I've talked a lot.